Jolie. Celle-là, elle est belle. La pauvre Pierre. Elle se le médite. Celui qui ne le sait pas, il va se demander qu'est-ce que c'est Pierre. Hein. Celui qui ne connaît pas l'histoire. Là. Ça, c'est ton grand-père. Il a été notre instituteur. Et pendant la guerre, on est rentré dans la résistance avec lui et on a travaillé avec un agent secret. La nuit, on se déplaçait en vélo, on partait dans la lande et on attendait les avions qui nous parachutaient des armes. Tout ça a été secret et c'était pour préparer le jour J. C'est un peu comme dans les films, sauf que là, c'était pour de vrai. Levez-vous. Non. Les Français parlent au français. Ça serait davantage vers là, alors. C'est par ici, enfin, dans ce rayon-là. Ça serait un miracle si on y tombait dessus, je pense. Dans cette terre-là. Il est bien de là. Ah. 10 parachutes, il y avait? Oh, non, mais 20, Parce que ça prend de la place, ça, non? Oui. Mars 1944. À 3 km de mon village, 2 tonnes et demie d'armes tombent dans ce champ au pied de Robert. Par rapport à la limite, là, au Pengra. Jeannot, un copain du Robert, était là aussi. Il y avait la haie, là, la fin. Eh bien oui. Et il y avait aussi Bébert, un copain du Jeannot. Mon grand-père, qui comme tout le monde s'appelait aussi Robert, était avec eux cette nuit-là. Et les parachutes, c'est ce Robert-là qui les a cachés. Le problème, c'est que 60 ans plus tard, il ne se souvient plus bien où il les a mis. Mais c'est du sûr, vu que c'est lui qui les a enterrés. Alors nous, on creuse. La terre marron, avec la terre blanche jaune. Ça veut dire qu'il y a eu un tout de fait? Dessus, mais dis-moi à peu près la zone à patrouiller. Et bien tout ce point-là. Ans après, pour se repérer. Il faudrait des photos aériennes. Hein. À l'automne 1982, j'ai 22 ans lorsque mon grand-père disparaît en me laissant cette boîte. Au milieu des papiers qu'elle contient, il y a ce dessin de sa main. Pendant longtemps, je n'en comprends pas bien le sens. Je vois seulement qu'il orne la couverture du menu d'un banquet. Le repas réunit en 1945 une équipe de résistants. À part mon grand-père Justin Téchenet et Loulou Flotiot, je n'en connais aucun. Question de génération. Très exactement 20 ans plus tard, je suis invité à une commémoration et je commence à comprendre l'importance de l'histoire à laquelle ils ont été mêlés. Ils étaient 54, tous originaires du canton de Gabarret à la limite des Landes et du Gers. Ça, c'est mon tonton. Oui, le tailleur. Et ça, c'est mon grand-père. Robert. Au village, on l'appelait Lourégène, l'instituteur.
Aujourd'hui, la plupart de ces femmes et de ces hommes ont disparu, mais il en reste 7. Et ces 7-là, pour la plupart, avaient été les élèves de Robert. Ils sont les derniers à pouvoir me dire ce que mon grand-père ne m'avait pas raconté, ce qu'avaient fait ces gens, dont les noms ne figurent nulle part. Je m'appelle Henri Freyret. Je suis René Fagier. Je m'appelle Robert Duvaux. Je m'appelle Robert Lafargue. Je m'appelle Jeannot Castagnos. Je m'appelle Albert Cantal. Je suis Jeannot Duprat. Personne ne savait dans le coin qu'il y avait des parachutages et que le réseau existait. Oui. On avait des gens dans le village à Gabaret qui disaient on a entendu des avions. Oui, il y avait les Allemands qui étaient à Mont-de-Marsan, ils en avaient 2. Et alors ils croyaient que c'était ça, quoi, que c'était cela. Et on avait toujours peur d'être repérés. Voilà, C'était surtout ce qui nous inquiétait. Et comme disait une fois M. Barrère, on pouvait se faire tuer comme des lapins. Oh, mais bien sûr. Combien de fois il a dit M. Barrère ça? Mais bien sûr, mais bien sûr. Il faut dire qu'à cette époque-là, il valait mieux marcher droit. Et dans cette nouvelle Europe qui se dessinait à l'encre brune, on prenait de gros risques quand on ne suivait pas le mouvement. Hussard de la République, mon grand-père s'est sûrement découvert une âme de rebelle qu'il ne se connaissait pas. À chacun ses raisons. Henri, lui, avait déjà été en première ligne en juin 1940. La guerre n'était pas finie pour moi. Il fallait combattre l'esprit de dictature. Henri, il appelle ça le civisme. C'est Robert Barrère qui nous a appris ça. D'autres n'avaient pas encore l'âge de choisir. J'étais jeune, j'avais 15 ans à cette époque-là. 15 ans. On était plusieurs du même âge là. Et on y allait parce qu'il y avait les parents, quoi. Leur histoire, ils ne l'ont pas souvent racontée. Et je crois bien qu'ils sont contents d'avoir trouvé quelqu'un qui s'y intéresse. Attention à la tête. Yeah. Tu vois? Eh bien, c'est le conteneur où il y avait les grenades et les cartouches. Parce que les fusils, ils étaient plus longs. Et les fusils mitrailleurs, tout ça, c'était plus long. À cet instant précis, je vois bien que mon intérêt pour cette relique a allumé une lueur toute neuve dans l'œil de Jeannot. Sans doute comprend-il que dans ce vieux bout de ferraille, je vois poindre la grande histoire. J'en ai fait, moi, une mesure pour le grain, un double décalitre. Mais ça dépend. Si ça fait comme ça marque la direction. Et s'il y a ce que tu cherches, ça tourne. Maintenant, mes nouveaux amis cherchent de vieilles armes, comme autant de vérités enfouies ou immergées. Et qu'est-ce qu'il disait qu'il y avait dans ce puits une mitraillette et un fusil. Une mitraillette et un fusil. Au bout d'une semaine, nous n'avons trouvé qu'une trace de grenade allemande. Mais c'était des éclats logés dans la mâchoire d'Henri, et donc, ça ne compte pas. On fait des caresses, oui. Voilà donc comment nous avons fini par cribler de trous ce champ de maïs, et les parachutes, on ne les a toujours pas trouvés. Mais je comprends désormais de quoi parlait ce dessin déniché dans la boîte de mon grand-père. Mon grand-père, je l'appelle Pépé Robert. Et lui, il a connu cette époque incroyable où il n'y avait pas de voiture.
Ça se sent dans les priorités d'enseignement qu'il a fixées pour moi. La seule chose que je n'arrive pas à reproduire, c'est cette façon étrange qu'il a de freiner et que je ne m'explique pas. Pépé Robert, je l'admire, parce qu'il sait bien raconter les histoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'explique pas qu'il ne m'ait rien raconté de la résistance. Et moi, j'aurais bien aimé savoir comment tout ça avait commencé. Une seule chose compte, le salut de la patrie. Pépé Robert, il disait toujours « ce que tu ne peux pas savoir, essaie de l'entrevoir ». Avant d'avoir le contact avec quelqu'un qui puisse vous donner des instructions et vous permettre de faire des choses utiles, il fallait avoir de la chance. Votre grand-père, visiblement, ça lui est arrivé, puisqu'à un moment donné, il a eu un contact. Très souvent, on ne savait pas pour qui on travaillait. Les réseaux étaient cloisonnés. On avait confiance dans ses compagnons, dans ses chefs, mais qui était au-dessus de ses chefs directs, on ne le savait pas. Ce qu'on savait, c'est qu'il travaillait pour Londres. 18 juin 1940, c'est comme Marignan, ça ne s'oublie pas. Et pour cause, c'est le jour où pour tout le monde, Londres, d'où un certain général de Gaulle continuait le combat, est devenu le dernier espoir de la France humiliée après l'invasion allemande. À ce moment-là, pour Pépé Robert comme pour les autres, l'équation doit être simple. Le contact, il survient fin 42, début 43 par le biais de Gabriel Cantal, un menuisier du village. Des gens mystérieux l'ont contacté et il travaille pour un homme venu de Londres. Chez nous, on se méfie toujours des étrangers, mais depuis qu'il y avait les Allemands, on n'en était plus à ça près. Et puis ce gars de Londres, il paraît qu'il est sérieux. Dans le Gers voisin, il se déplace tout le temps en vélo. Il a juste une façon de freiner très spéciale, mais c'est tout. Tout ça, bien sûr, c'est secret. Mais dans l'esprit des gens qui attendent un signe depuis 2 ans, une nouvelle comme celle-là, je suppose que ça doit être l'enthousiasme. Ah, je dis oui, d'accord, pour ça. Si c'est pour sortir les Boches d'ici, d'accord, mais c'est une question politique, je ne marche pas, je dis. Un homme qui arrivait de Londres, on était coupé du reste du monde. Londres, c'était une île qui était intellectuellement, psychologiquement, à des milliers de kilomètres. Et tout à coup, cet homme arrivait. C'était magique, comme on dirait aujourd'hui. Et ce qui décidait véritablement de l'adhésion qu'on lui donnait, c'était sa faculté de faire pleuvoir des armes du ciel. L'homme de Londres, il se fait appeler Gaston. Avec ses lieutenants, il passe son temps à chercher des terrains pour les parachutages. Une clairière entourée d'arbres, si possible à l'abri des regards. Quand il l'a trouvé, il donne un nom à ce terrain. Un nom, c'est-à-dire un numéro plus une phrase d'identification. Ces phrases-là, en général, ça ne veut rien dire. Sauf si l'on est au courant. Et à Londres, ils sont au courant. Parce qu'avec un message codé, on leur a donné les coordonnées du terrain et la phrase. Quand les résistants qui écoutent Radio Londres entendent la phrase, ça veut dire qu'un avion est prévu sur le terrain rattaché à cette phrase. C'était le poste de radio pour écouter les messages. Il était dans une musette, caché dans une cheminée. Le Didier Beignet, quand il arrivait avec sa grosse moto, là, il venait nous avertir. Il y a un parachutage de prévu, le message, c'est tel message. Et puis on écoutait, et puis tout d'un coup, paf. La bibliothèque est en feu. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. Ah, t'avais des frissons qui te galopaient sur tout le corps.
Ce qui est excitant, c'est que lorsqu'on entend le message, on sait que l'avion démarre. 2 heures après, il y avait l'avion qui était là. Le soir du parachutage, j'imagine une ombre qui se faufile dans la lande. C'est Gaston. Il vient souvent pour encadrer l'opération. On va voir où c'est qu'était tombé le parachutage, quoi. On avait fait le tour de la commune, on était arrivé comme ça. Et puis, on a attendu. C'est là qu'on a entendu arriver l'avion, l'entendre partir, l'entendre repasser à droite, l'entendre revenir à gauche. Allumer sa petite lampe rouge, ouverte, je ne sais pas. Et puis il a fait le tour comme ça. Il se mettait face au vent et puis il lâchait les parachutes. C'était à se demander si on rêvait ou quoi. Une fois que c'était déchargé, qu'il avait déchargé, il nous faisait bonjour et le voilà parti. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on avait vu un avion venir lâcher des parachutes, des armes en parachute sur ce terrain, c'était quelque chose. Ah ouais. Je m'en rappelle encore, l'odeur des parachutes là. Cette odeur de tout ce matériel là, tu sais. Bon Dieu, bon Dieu. Ton grand-père là, le Robert Barrère, il était devant moi avec son béret là, et nous étions avec un conteneur très lourd. Et c'était un conteneur qui contenait des munitions. Acco, il me dit, que sont les dragées de Hitler. Ça, ce sont les dragées pour Hitler. C'est Gaston qui a dû expliquer à Pépé Robert et aux autres comment on s'y prenait pour un parachutage. Comment on se place sur le terrain avec les lumières, comment on fait les signaux, comment on comptabilise les armes. Ensuite, il faut les cacher dans les bergeries du secteur. Et si des endroits deviennent moins sûrs, on les déplace. Et ces armes, un jour, elles vont servir pour appuyer un débarquement, quelque part en France. On ne le connaissait que par Gaston. Et Gaston, ce n'était pas un Français, c'était un Anglais. Il parlait bien le français, mais c'était un officier britannique. Évidemment, j'aurais dû m'en douter que Gaston était anglais. Parce que dans le menu que j'ai retrouvé, il y a un détail qui clochait. Cette poule farcie, elle n'avait pas l'air bien de chez nous. Gaston, il travaillait pour un mystérieux service secret créé par Churchill lui-même en 1940, le SOE, ou Special Opération Exécutive. Pépé Robert, ça n'était pas pour le général de Gaulle qu'il travaillait, mais pour les Anglais. Ça n'était pas vraiment la tradition, mais il y avait les circonstances. Pour eux, c'était un petit peu pareil, et ils pensaient qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre De Gaulle et les Anglais. Pour eux, c'était pareil, ils travaillaient pour les Alliés. On ne savait pas qu'on était des SOE, on l'a su bien longtemps après. Énigme, nom féminin du latin enigma, chose à deviner d'après une description faite de manière obscure. Exemple, d'où vient Gaston? C'est une énigme. Non, ça j'aimerais le savoir, oui, mais maintenant c'est un peu trop tard.
SOE files would be pertaining to national security. Generally, these files are kept closed for 100 years, unless we know that the person has died or the person asks for it to be open. HS9 14071, c'est le numéro du dossier de Gaston. Georges Reginald Starr était son vrai nom. Pour ses chefs, il s'appelle Hilaire. Comme beaucoup d'agents de la section française du SOE, Gaston Hilaire est issu d'une famille dont une partie est originaire de France. Des Huguenots, chassés par les persécutions au XVIe siècle. Le SOE, Gaston y est rentré en 1942. Il était entraîné, je pense, lui aussi. Très entraîné même. Comme me l'a raconté mon ami David Harrison, le SOE, ça n'était pas un service secret comme les autres. Au départ, dans l'Angleterre assiégée de 1940, Churchill avait voulu en faire une arme pour frapper l'Allemagne nazie, en plein cœur. Mais vers le milieu de la guerre, le SOE est devenu aussi l'une des clés d'un débarquement futur. Pour échapper à la surveillance des Allemands, le SOE avait choisi le loch Morar, un des endroits les plus inaccessibles d'Écosse. C'est de là qu'arrivait Hilaire. We're on the west coast of Scotland, as far away from Germany as you can get in the British Isles. And a lot of this scenery looks very alike. There are no distinguishing features. The German spotters would have great difficulty locating anything in this area. And probably wouldn't have the range. The aircraft wouldn't be able to reach this area either. So yes, it was an ideal secret place, a locality that was almost made for SOE. On ne savait pas. On ne savait pas tout ça. Gaston et les autres n'étaient pas des professionnels. Vifs, habiles et déterminés, c'étaient des amateurs géniaux, triés sur le volet par le mystérieux chef. Ces gens-là, il faut les trouver. Il faut les rassembler, il faut les organiser, il faut leur imposer, leur apprendre des règles de sécurité, il faut leur apprendre à manier des armes. Donc c'est tout un ensemble de qualités exceptionnelles. Aucun d'entre eux n'était militaire. Et pourtant, ils apprenaient rapidement à maîtriser l'art de la guerre secrète. In fact, if you made a film of what they did, people would not necessarily believe it. They would think it was made up. It is very much like a movie. Churchill se souvenait de Laurence d'Arabie, où des gens finalement qui n'étaient pas des militaires professionnels avaient fait des choses extraordinaires. Une guerre de guérilla. Et la guerre conventionnelle, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Ce qu'ils recherchaient, c'est justement une guerre de guérilla non conventionnelle où tous les coups seraient permis. L'Angleterre est seule et assiégée, mais avec le SOE, elle introduit partout dans l'Europe occupée une nouvelle race d'agents secrets qui n'ont qu'un objectif, semer la terreur au cœur du dispositif allemand. Le SOE recrute sans distinction de nationalité. Armand est français, il est opérateur radio, et il a suivi la même formation que Gaston. Je n'ai jamais été Marcel Jourensin, j'étais Armand et j'ai accessoirement été Louis Jaubert ou n'importe quoi. Ça c'est la dernière fausse carte que j'ai dû avoir dans ma poche. La voilà. Et ça, c'est le bloc que j'ai eu donc quand je suis parti, bien que ça n'apparaisse pas. Il a quand même un double fond et qu'on pouvait y mettre des choses. Et ça, c'est de la soie. C'est un moyen de code. On se servait de cette soie et des lignes de cette soie pour constituer nos messages. Et après, on le détruisait. Parce que c'est combustible et que ça ne laisse pas de traces. Le SOE forme aussi des sortes d'enseignants, un peu comme mon grand-père. Mais les matières sont moins inoffensives.
avait un officier anglais. Il était venu pour nous donner des cours sur les explosifs et des cours sur les armes. Comme action, on avait à faire sauter les ponts. C'était le premier pont de la Peyrade, de choses. J'étais avec le père Cataille et le père Ronnie Barbera. Ça papotait. Ils ont fait un trou comme ça. Il était malade, le détonateur, quoi. Il a changé le détonateur. Alors on a rallumé, à ce moment-là, ça papotait. Au jeu du chat et à la souris, c'est parfois le chat qui gagne. Les agents du SOE y ont été préparés le mieux possible. En cas de capture, il faut s'attendre au pire. 8,54 g, c'est le poids de la pastille de cyanure qui accompagne le saut dans l'inconnu. On ne peut pas dire qu'on n'a jamais peur. Vaincre sa peur, ça demande de la concentration. Et ça laisse des traces. Je reste, si vous voulez, avec le morse. C'est-à-dire que si par hasard je suis devant une affiche, eh bien je ne lirai pas simplement, je ne sais pas, boulanger, je vais lire da di 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 da 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 di di da di da di dit di da da dit da da dit di di da dit. Je vais le lire en morse, mais ça n'existe plus. À l'automne 42, Pépé Robert et ses amis ne le savent pas encore, mais le destin est en marche. Le 11 novembre, les Allemands occupent toute la France. 3 jours plus tôt, Hilaire, alias Gaston, a été débarqué sur une plage près de Cassis. À Lyon, où on l'attendait, il y a eu des arrestations et par miracle, Gaston est parti vers Agen. C'est là qu'on lui présente un groupe de résistants de la première heure qui ont créé le réseau Victoire. Jeanne Robert en fait partie. Elle est institutrice à Castelnau-sur-Lovignon, un petit village du Gers, et pendant 1 an, elle va cacher Hilaire dans sa classe. Mais d'abord, il faut lui inventer une histoire plausible pour les gens du village. Il va s'appeler Serge Ouattremé, c'est un ami de mes parents. Réfugié qui ne veut plus repartir là-bas parce que la vie est trop difficile. Alors il a décidé d'attendre ici la fin des hostilités. Et puis les choses se sont passées comme ça. On ne se déplace pas comme ça dans la France occupée. Mais le réseau Victoire a des amis bien placés, dont certains jouent parfois le double jeu. Il avait une couverture formidable, mais qui avait fourni à Hilaire un papier pour se déplacer ? Eh bien, c'était le député du Bosc qui était au gouvernement de Vichy. Gaston sera désormais contrôleur du ravitaillement, idéal pour circuler, et pour jeter les bases d'un réseau plus vaste. Peu à peu, Victoire lui offre de nouveaux appuis, un responsable de la gendarmerie locale, de nouveaux amis pour passer les messages ou transporter les colis sensibles. Hilaire s'est vraiment reposé sur le réseau Victoire, mais il a su utiliser à merveille tout ce qui lui était donné. Et voilà comment s'est organisée la résistance dans le Gers. Après le Gers, les Landes. Et à Gabarret, Hilaire trouve ce qu'il cherche. C'est des terrains qui étaient isolés, ça. Il y avait des arbres, un rideau d'arbres tout autour, c'était isolé, et puis il n'y avait pas de chemin. Il y avait des chemins, mais qui n'étaient pas praticables.
Un type de la ville, il serait arrivé là au milieu, c'était quand même pas pareil, tandis que nous autres, on se débrouillait là. Hein. Tiens, tu vois ça c'est une pierre de la Bergerie. On avait mis les armes, tu sais, sous le fumier des moutons là. On les camouflait, c'est tout. On les mettait sur les charrettes avec de la bruyère et on les portait directement à la bergerie. C'était du boulot. Hein. Et à la nuit, hein. On mettait les armes, on remettait le fumier des moutons et les moutons couchaient dessus. Hein. On revenait en bicyclette et on reprenait le travail comme si rien n'était. On risquait, mais on y pensait sans y penser. Il nous semblait que les Allemands n'avaient pas le savoir. C'était une époque dure, il fallait faire attention, mais c'était exaltant à la fois. Tu sais, il aurait fallu vraiment une dénonce et puis il aurait fallu qu'ils s'aventurent jusque-là, les Allemands. Hein. Pourtant, les Allemands ne sont jamais très loin. Ou alors, ils ont des espions. Hilaire ne joue que sa peau, mais il sait que ceux qui travaillent pour lui courent des risques bien plus grands. Leur famille, leurs amis, leurs enfants, leur village, tout peut disparaître. Et pourtant, le réseau s'étend de plus en plus. Ceux qui ont réussi, comme Hilaire, ça n'était pas des aventuriers, c'était des hommes qui avaient le souci de leurs gens, qui ne les envoyaient pas au casse-pipe pour rien, pour la gloire du communiqué. C'était des hommes, encore une fois masculin-féminin, qu'on avait envie de suivre. On était bien quoi avec lui, on était bien. Et cette réussite, Gaston la doit aussi parfois au hasard et à des qualités dont ses instructeurs du SOE n'auraient pas pensé qu'en Gascogne, elle pouvait changer le sort de la guerre secrète. Il se lève un matin avec un cafard, il arrive, il avait le cafard. Oh, je pense à ma femme, à mes enfants. Bon, là, il nous a raconté qu'il avait sa femme et ses enfants en Espagne, que lui se trouvait bien seul, enfin bref. Il a commencé à boire du vin blanc et puis finalement, il était... Bon, alors après le repas, allez, on va chez Laribout. Avec le café, il y avait le Ramagnac, enfin bref. Et si on allait tous faire un tour chez Moupomé? Et maintenant, si on allait chez Dauvarigny, moi je commençais à m'inquiéter. Il parlait de plus en plus, et là il ne se contrôlait plus. Nous avions l'impression. Alors je viens, puis je lui dis, tonton, et si on rentrait? Ah, vous, alors qu'il me parlait toujours très gentiment, ah, vous foutez-moi la paix, hein, parce que si vous m'emmerdez, je dis tout. Oh. Eh bien, mais pas du tout, il avait conservé tout son self-control et il n'a pas parlé de quoi que ce soit. Et là, à partir de ce moment-là, il a été accueilli partout. Les gens du village l'ont trouvé fort sympathique. Et voilà. Ceux qui marchent avec Gaston lui ont même trouvé une automobile. C'était la voiture de M. Chaulnet, le dentiste de Gavaré. À l'automne 1943, avec cette automobile, s'est laissé passer quelques lieutenants efficaces, Gaston augmente la cadence. Les services allemands sentent bien qu'il se passe des choses dans le ciel de Gascogne. Mais pour l'heure, Gaston est le plus malin. Pas autant malgré tout que le jeune Paul Laribout, qui est chargé de l'entretien du véhicule et qui voit bien le parti qu'il peut tirer des éventuelles pannes.
1947, c'est le nombre de parachutages. 2069, les containers livrés. En 2 ans, le réseau de Gaston couvre une grande partie du sud-ouest et devient l'un des plus importants réseaux parmi la centaine que le SOE aura lancé en France. Et de temps en temps, au bout du parachute, il y a un nouvel agent. Il gagne toujours à la roulette. Il gagne toujours à la roulette. Nuit du 18 au 19 mars 1944, ce Halifax piloté par le capitaine Thomas transporte 4 paquets, 15 containers et 2 agents. L'un d'eux est une jeune femme de 22 ans, nom de code Odette. Elle va être parachutée dans ce qui est devenu un champ de maïs, ce qui chez nous ne facilite jamais les recherches. Et ce serait où? Là, par là, dans ce coin. L'avion est arrivé. Il est arrivé là, juste en face de la maison, comme ça, là, en face. Odette a été parachutée par ici. Avec sa valise, son parachute blanc. Elle est tombée par ici. Il y avait ton grand-père, il y avait Hilaire, le père Cantal et moi. Et les autres attendaient. Alors moi, j'étais le plus leste à l'époque. J'ai sauté le fossé. Et là, parti. Et elle était là. Si j'avais peut-être fait quelque chose, elle aurait foutu un pâté. Mais elle avait compris déjà qu'elle était bien tombée, quoi. Et j'ai récupéré Odette. Elle était habillée avec, je me rappelle, oh là, une robe verte elle avait. Ça nous faisait plaisir, parce qu'on savait qu'ils venaient nous aider. Ces femmes qui avaient à peine 20 ans, là, 20 et quelques années, je dis qu'il fallait le faire, hein, en pleine nuit, sans savoir où elles sautaient. Odette, c'est un nom de guerre qu'on n'oubliera pas à Gabarret. Une femme agent secret qui saute en parachute, que l'on cache dans une ferme et va affronter l'ennemi ou les trahisons. Robert non plus ne l'a pas oublié. Et c'est parce qu'Odette lui a fait un cadeau. Il est pas grand, hein? Un chargeur. Il est très vieux. Mais 60 ans après, il est encore dangereux. On ne laisse pas une arme comme ça à tout le monde. Il n'avait que ça, aussi. On voulait signer son passage avec ça, quoi. Une reconnaissance. ...61 ans après la chute de l'avion, on retrouve encore des éléments intéressants. Elle est toute petite, mais c'est une pièce de l'avion, ça. 14 août 1943, terrain de la pluie. Le Halifax a quitté la base de Thamesford à 21h. Vers 23h, il a été mitraillé par la flaque au-dessus de Rochefort. On ne peut pas toujours avoir de la chance. Là, tu viens de faire une découverte, là. C'était les mousquetons qui tenaient le conteneur et qui étaient raccrochés au parachute. Je pense que ça, c'est une pointe de balle. Je ne veux pas être catégorique, mais je le crois. Quant à ceci, c'est une plaque en cuivre ou bronze, cuivre plutôt. Mais ici qu'on ne reparte pas avec l'avion.
Sur le lieu du crash, la végétation n'a jamais repoussé. L'équipage, lui, s'en est tiré, indemne. La maison des Saint-Avit les attendait vers Vic-Fezensac, dans le Gers voisin. Le groupe de Lubon-Gabaret a récupéré l'équipage et les parachutes, et les containers qu'ils devaient nous larguer. Et puis ensuite, l'équipage a foutu le feu à l'avion et en ayant sauvé un peu d'essence. Et puis après, à la place des containers, on a eu les aviateurs. Voilà. À cette époque, un avion qui tombe dans les pins à 15 km du village, ça fait jaser. Et dans la résistance, on n'aime pas trop quand ça jase. Et Gaston, ça le fait remarquer. Il était recherché par la Gestapo, bien sûr. Il se rendait bien compte, tous ces services allemands, du danger que représentait cette armée des ombres dans le dos de la Wehrmacht, qui allait être appelée à se battre sur les côtes contre la tentative de débarquement. Cette armée, il fallait la sortir de l'ombre, hein, et l'envoyer dans les camps de concentration ou la coller au poteau. Lugère pris à l'ennemi, c'est l'arme de Gaston, je l'ai retrouvée, mais je ne vous dirai pas comment. La Gestapo rôde, alors Gaston a trafiqué l'étui. Ça n'empêche pas les taux de se resserrer. Et les arrestations, de plus en plus, frappent le réseau. Ça n'empêche pas non plus les Allemands d'être fébriles. Et les Allemands, quand ils sont fébriles, ils font des rafles. Dans le canton de Gabaret, c'est le 21 avril 1944. Il y en avait toute la route là et tout le long de la route. Et chez nous, moi j'étais au lit, c'est Georges Capin qui est venu nous alerter. Alors voilà la fenêtre, on s'est mis sur la véranda avec mon père et on est descendu et on a couru le long là. Et on a sauté où c'est le plus bas. On est passé là le long et c'est en arrivant aux chênes qu'on a entendu les scies de car et tout ça qui sont arrivés. Et c'est là que mon père m'a dit, écoute, j'ai un message dans la montre, il avait la montre de charpentier. Il me dit, je vais l'avaler. Et alors après, on est parti, derrière chez le petit Jules, là. Et on est arrivé au camp de jeunesse, et c'est là que mon père a donné à Jeannot et à moi le revolver, et il nous a dit, allez le jeter dans les WC. Et alors, se trouvait là. Et alors les cabinets. Si vous avez trouvé avec ce pétard là? Oh, il est parti. On aurait été fusillés comme des lapins. Oh, sans doute. Plus que sûr. Plus que sûr, oui. 22 avril, prison de Bordeaux. Tous les hommes du canton sont arrêtés et donc tous ceux du réseau. Tous. Rien de tous. Leur seule chance de s'en sortir, que les Allemands continuent d'ignorer qu'une cinquantaine de leurs prisonniers sont des résistants. Il était interrogé dans une salle là-bas. Alors là, il y avait les miliciens et la Gestapo. À certains, ils te le foutaient de ses baffes, de ses coups de poing et tout ce que tu voudras. À moi, ils m'ont foutu le revolver
sur le menton, là. Ça fait peur, ça. Tous les soirs, il y en avait un qui descendait pour aller vider la tinette. Alors moi, un soir, j'ai dit quand même, je vais y aller pour voir comment. Parce que moi, je connaissais le coin. J'ai dit, si on peut peut-être en allant là, si on peut s'échapper. Qui c'est que j'ai vu le premier, en face de moi? Gabriel Cantal. J'ai dit, mon vieux, si Gabriel Cantal parle, parce qu'il m'a vu, ça, si jamais il cause, on est cuit. Hein. Forcément, Gabriel Cantal, c'est le chef du réseau à Gabarret. Et lui, il connaît tous les noms qu'il faut garder secrets. Il n'a jamais causé. Moi, je lui tire mon chapeau à cause de ça, au père Cantal. Hein. Au bout de 15 jours, presque tout le monde est rentré. Cantal, dans le doute, on l'a déporté. D'autres ont eu moins de chance que lui. Et parce que c'était des juifs. C'était des juifs. Ils les ont fusillés là-bas. Ils s'en allaient dans le champ du Petit Jules, tu sais. Les Allemands sont venus aussi à la ferme où Odette était cachée. Renseignés sûrement. Claude Boug avait 10 ans. L'âge des impressions fortes. Je pense qu'ils avaient un doute, hein, parce que dans toutes les maisons ici, ils allaient à 2 ou 3. Et ici, ils sont venus à 15. Les mitrailleuses en tête devant la maison, ça j'ai un souvenir que je n'oublierai jamais. Mais Odette, elle est déjà partie depuis plusieurs jours vers sa mission, à l'autre bout de la France. C'est le printemps 1944, le mois de juin, le 6. Les ordres étaient arrivés pour enlever toutes les armes des Bergeries. C'était pas le 6 juin, c'est le 4 ou le 5. Et puis l'après-midi, il a commencé à arriver des réfractaires, des volontaires, et puis le lendemain également, le 6 et le 7. Et alors il y avait à peu près 200 bonhommes ici, qui ont formé la deuxième compagnie du bataillon de l'Armagnac. Le bataillon de l'Armagnac, c'est encore une rencontre de Gaston, avec Maurice Parisot cette fois, un rebelle de la première heure qui a rassemblé une formation militaire clandestine. Il a les hommes, Gaston a les armes. Dans le sillage de Parisot, des guérilleros espagnols déterminés. Et quelques adjoints précieux comme Maurice Moreau, ancien militaire, qui sait comment réformer un véhicule civil en automitrailleuse. On a pu participer à la libération d'une partie du sud-ouest et de participer notamment à la libération de villes comme Aire-sur-Adour, Auch, Toulouse. C'était une unité vraiment des plus armées du sud-ouest. Hein. Été 44, en allemand, Cauchemar se dit, bataillon de l'Armagnac. Jusqu'à ce qu'on rencontre Hilaire, on n'avait absolument pas de matériel. Si on n'avait pas eu l'appui de SOE, je me demande bien où on aurait trouvé les armes. En 1944, le sud-ouest se libère sans l'intervention d'un seul char anglais ni américain. La suite, on la connaît. La libération, les libérateurs, la joie. Cette joie, elle est parfois un peu amère quand on pense à ceux qui ne sont plus là pour la partager. C'est seulement un peu après la guerre que Pépé Robert et les autres ont appris qu'Odette et son chef Lucien n'avaient pas réussi à échapper à la Gestapo. Ils se sont fait prendre.
Elle a été déportée en Allemagne et lui, il s'est flingué. Londres, 15 avril. Marcel Joran-Singer me présente Odette. Il y a longtemps qu'elle a repris un vrai nom, Yvonne Burney. Elle a bien l'allure digne de la dame anglaise que j'imaginais. Elle ne parle pas des tortures, seulement de son saut en parachute et de ceux qui l'attendaient en bas. Pendant qu'elle me dit se souvenir de mon grand-père Robert, je songe à quelques vieux amis du pays pour qui ça sent le voyage en Angleterre. Allez. Chaussures, où c'est que tu les as? Oh oui, depuis ta temps, j'y suis pas encore aux chaussures. Là, t'as le pyjama. Et oui, les putains. La copa va dans la valise. Hein. Puisque tu vas en Angleterre, moi je ne peux pas y aller. Je te remets le revolver à d'Odette et tu l'embrasseras à ma place. Parc de Kensington, à l'ouest de Londres. Depuis quelques heures, Bébert et Jeannot trouvent que l'Angleterre, finalement, c'est un peu comme chez nous. Une palombe, c'est fichu là-bas. Dans les Landes, on s'amoie pour les attraper, mais ici, on les a sur la tête. Il n'y a pas 5 minutes, Jeannot me demandait si Odette allait les reconnaître. Et il ne voit toujours pas pourquoi, j'en suis si sûr. C'est pas elle là-bas? Non, c'est pas elle, non. Ah non, elle est là-bas, en pantalon. Ah, la voilà. La voilà qui arrive. Avec les pantalons. On y va, Jeannot? Oh, c'est sûrement des Français. Oui. Des Bérets basques. Voilà, c'est ça. Salut. Salut. Il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a 60 ans, je pense. Oui. Il y a 60 ans. 60 ans. Eh oui. C'est extraordinaire. Oui. Oui. Vous êtes jeune. Oh, je vous remercie. On ne demande pas l'âge des dames. Après ça, en principe, voilà. En principe, Voilà. les hommes ne demandent jamais l'âge aux femmes. Non, non, c'est vrai. Vous aviez 22 ans quand vous avez fait ça. C'est nouveau, alors c'est pour ça qu'on ne sait pas trop où aller. Odette aussi a préparé une surprise. Un vieil ami à leur présenter. Ouf. Oh là là, c'est pas croyable ça. Ah, c'est extraordinaire. Oui, extraordinaire. Et voilà la Lifax. Oh là là. Oh là. Vous êtes arrivé par cet engin-là. Ah oui. Ça c'est quelque chose. Nous n'étions pas sur des sièges ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais couché, moi, sur le métal. Oui, oui. Et il commence à faire rudement froid, vous savez. Jusqu'au moment où on nous a dit que nous nous préparions pour sauter. Moi, si je l'avais vécu, cette histoire, j'aurais voulu la raconter. Et pourtant, c'est le silence.
Dès la fin de la guerre, le SOE a été dissous et ses archives ont brûlé, par accident. Ses chefs, eux, ont gardé le silence. Ils avaient vaincu l'ennemi. Mais il y avait l'avenir. Things that were successful might be needed again. They didn't want to release secrets to the enemy, just in case there was a World War III in the 1950s or 1960s. Mais Robert, la guerre était finie pour lui, et il était libre de raconter. Voilà pourquoi je ne comprends toujours pas le mystère de la boîte. Il est 5 heures au cadran de Big Ben lorsque, tout en nouant ma cravate pour me rendre au très select club des anciens agents secrets britanniques, je me dirige vers un début de réponse. C'est dans ces salons qu'Odette nous a fixé rendez-vous avec Jeannot et Bébert. Il y a aussi Marcel Joran-Singer et il nous présente Peter Lake. Monsieur Lake était autrefois un agent du SOE en Dordogne où il s'est illustré par son manque total de fair-play vis-à-vis de la division Das Reich. À la fin de la guerre, il a été présenté au général de Gaulle et cette fois, c'est lui qui a fait les frais du manque de fair-play. Le général m'a demandé mon nom. J'ai dit capitaine Jean-Pierre. Il a répondu ce n'est pas un nom. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit j'ai été chargé d'entraîner les résistants en Dordogne. Il m'a dit nos résistants n'ont pas besoin d'entraînement. Partez. Tout simplement partez. Je n'attendais pas les remerciements, ni les médailles. Non, à ce moment-là, non. Au moins un signe d'amitié. À Toulouse, c'est Hilaire que de Gaulle va rencontrer. Et il n'est pas plus aimable. Mais Hilaire, lui, venge tout le monde. Well, he just sent for me and told me I got no right to be in France. Yeah. Why? Because you were English? Yeah. Mm-hmm. So what did you say? And I said, you was on mid. He said, what did you say? And I said, you've been so long out of France, you've forgotten French. You couldn't have been much ruder. No. How did he take it? And he opened the door and he said, well, there's two things I've heard about you, which now I know are true. He said, you're afraid of no man, you know how to swear in French. Ce qui est très étrange, c'est que malgré mes études d'histoire à l'université, je n'avais jamais entendu parler du SOE. Pas plus que je n'en vois la trace dans les manuels de mes enfants. Alors une vilaine idée me traverse l'esprit. Et si le général avait raconté l'histoire à sa manière? Certaines pages de ses mémoires sur cette question, entre autres, eh bien, ce sont des pages de romans feuilletons. Dans ces dossiers, il est très clair qu'il y a tous les rapports sur ce qui s'est réellement passé, mais il a jugé que ce n'était pas digne d'être retenu par l'histoire. Ça ferait très mauvais effet dans le livre d'histoire de l'an 3000 si on disait « certaines régions françaises ont été contrôlées par l'Angleterre ». Donc il a refait une histoire, quelque part. Les compagnons de la Libération, c'était ça, c'était refaire la chanson de Roland pour les générations futures. Beaucoup de Français qui avaient travaillé avec le SOE ont été évidemment assez étonnés. On leur disait, bon, vous avez travaillé pour le SOE, on ne vous en veut pas. On ne va pas jusqu'à vous en vouloir. Mais enfin, ne vous en vantez pas quand même. Hein. Alors là, c'était pour des gens qui avaient couru des risques considérables, la torture, la déportation, voire la mort pure et simple. La pilule était un peu difficile à avaler. Je crois que ça a marqué de façon profondément injuste, à mon avis, bien des gens. Et que, d'ailleurs, le fait que, sous prétexte, le même prétexte, la même raison de grandeur, il est si facilement accepté de faire passer la France tout entière pour résistante et de hauts fonctionnaires qui n'avaient pas brillé par leur esprit résistant comme en ayant été, et garder des gens qui avaient été de vrais collaborateurs, c'était difficile à supporter. Une seule chose compte, le salut de la patrie.
Dans les couloirs du club, on a courtoisement accroché une photo du général. Sur le mur d'en face, il y a celle des 400 agents du SOE envoyés en France pendant la guerre, dont 104 ne sont jamais revenus. Des aventures humaines de cette grandeur, et je dirais de cette beauté tragique, bien sûr, beauté tragique, mais c'est rare, hein, c'est rare. Eh bien, ces gens du SOE auront un jour la littérature, la cinématographie qu'ils méritent, ça j'en suis sûr. Aujourd'hui, par chez nous, il ne reste plus de l'histoire du SOE que les pierres de cette bergerie où l'on cachait des armes et que Jeannot repeint avec fièvre. Cette photo, prise à la fin de la guerre, où mon grand-père se cache derrière Gaston. Et cette stèle qui raconte aux passants l'histoire d'un avion disparu. Par un hasard étrange, un autre avion passe au pied de cette stèle. Un avion qui appartient au monde nouveau. Celui pour lequel Robert, Jeannot, Bébert, mon grand-père et les autres se sont battus. Un monde dans lequel le nez de l'appareil peut se construire en France et une partie du fuselage en Allemagne. Dans ce monde nouveau, les armes ne circulent plus librement au-dessus de la Manche. Et les faits, eux, ont déjà plié sous la plume des géants. Sans doute Pépé Robert l'avait-il admis, comme il a dû admettre que l'histoire n'est pas une science exacte, et qu'elle échapperait à une partie de ceux qui étaient allés à sa rencontre. Peut-être Pépé Robert avait-il compris que le général s'était pressé de projeter son ombre sur nos mémoires, car venus de l'autre côté de l'Atlantique, des silhouettes plus vastes encore se profilaient aux portes de l'histoire et menaçaient déjà de tout dominer. Merci, vous étiez en duplex en direct amiral de Omaha Beach et rendez-vous tout à l'heure pour l'embrasement des 60 km de côte. Alors, dans les années 75-76, Sardou et Guy Magenta ont écrit Les Ricains. Ça avait fait du bruit à l'époque. Les Ricains. Les Ricains n'étaient pas là. Vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi. C'est toujours les Américains qui gagnent.